Tripoli ce 25 janvier. La foule en colère dénonce un coup d'État masqué. La rue doit soutenir le gouvernement. Nous n'accepterons que Saad Hariri. Le Hezbollah, soutenu par la Syrie et l'Iran, a renversé le gouvernement du Premier ministre Saad Hariri. Je demande à tous mes proches, à tous mes frères et à toutes mes sœurs, dans toutes les régions du Liban, d'observer le plus grand calme. Restez sereins. Je ne veux pas que vous tombiez dans le piège des provocations qui vous sont tendues. Un coup d'État parlementaire pour étouffer une enquête très embarrassante pour le Hezbollah. L'enquête sur la mort du père de Saad, Rafik Hariri, lui aussi Premier ministre à l'époque. En retournant le groupe des parlementaires druzes, le Hezbollah a pu placer un homme à lui en première ligne. Najib Mikati est devenu le nouveau Premier ministre libanais. En novembre dernier, le Parti de Dieu avait prévenu qu'il ne se laisserait pas faire. Papillon avait enquêté. Beyrouth Sud, fief du Hezbollah le 28 novembre 2010. Hassan Nasrallah, le leader du parti, doit prononcer un discours très attendu. Depuis 4 ans, l'homme ne s'exprime plus que par vidéoconférence pour raison de sécurité. Dans la salle, 3000 militants ont fait le déplacement pour écouter son message. Un message adressé à son nouvel ennemi, le tribunal international spécial pour le Liban. D'un côté les femmes en tchador, de l'autre les officiels, le Hezbollah est sur le pied de guerre. Ce tribunal spécial pour le Liban peut faire ce qu'il veut, quand il veut. C'est étrange, non? Il pense sûrement qu'il a une opportunité d'en finir avec nous. Mais avec votre volonté, nous anéantirons tous nos ennemis. Si Hassan Nasrallah monte au créneau, c'est que le tribunal spécial pour le Liban, qui enquête sur l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri en 2005, doit rendre ses conclusions dans les jours qui viennent. Selon les nombreuses fuites, le Hezbollah serait directement impliqué dans cet attentat, le plus spectaculaire de l'histoire du pays. Souvenez-vous, c'était le 14 février 2005. L'ex-premier ministre Rafik Hariri, le père de la reconstruction de Beyrouth après la guerre civile, est tué dans un attentat à la bombe. Les assassins ont utilisé 1 tonne de TNT. 22 personnes sont tuées avec lui. Le peuple libanais est sous le choc, la communauté internationale réagit. Quelques mois après le carnage, les Nations Unies mandatent un tribunal spécial pour le Liban, chargé de trouver les coupables. L'investigation dure 5 ans et mobilise 400 personnes à plein temps. La Syrie voisine sera la première montrée du doigt, puis l'enquête s'enlise, jusqu'aux révélations récentes de cet homme, Wissam Eid, un officier libanais des renseignements intérieurs, mais surtout un génie en télécommunications. Wissam Eid a réussi l'exploit d'identifier les exécutants de l'attentat qui a coûté la vie au Premier ministre Rafik Hariri. Sur ce document réalisé par lui, il a mis en évidence les lignes de téléphone du groupe des tueurs. Selon lui, ils étaient 8. Ce rang représente le groupe des commanditaires. Et là, nous avons un groupe de personnes plus nombreux qui étaient chargés de surveiller les allées et venues du Premier ministre depuis au moins 1 an. Wissam Eid a réussi à établir cet organigramme grâce au traçage des téléphones portables. Le résultat final de ces recherches, c'est que plusieurs de ces lignes téléphoniques appartenaient à des membres du Hezbollah. Après ces découvertes, le Sherlock Holmes libanais rend ses conclusions aux enquêteurs internationaux du tribunal. Ce sera son arrêt de mort. Wissam Eid se sait traqué par le Parti de Dieu. Il dort même dans son bureau pour minimiser ses déplacements et demande à son frère d'enregistrer cette vidéo testament. 3 mois après, l'homme meurt dans un attentat à la voiture piégée en banlieue de Beyrouth, malgré le blindage de son véhicule. Il avait été directement menacé par le Hezbollah au téléphone. Aujourd'hui, dans sa ville natale, Wissam Eid est devenu un héros, un martyr mort pour la vérité. Mais pour sa famille, impossible de commenter sa disparition. La peur est plus grande que la colère. Mon fils se savait en danger. Il avait déjà échappé à une première tentative d'attentat avant de mourir. Nous, on ne sait rien sur ces recherches. On a tout appris par la télévision. C'est vrai que Wissam était mon fils. Mais qui puis-je accuser? Que puis-je faire? Je ne peux accuser personne.
Aucune accusation directe, même si tous les regards se tournent vers le Hezbollah. Au Liban, la peur et l'omerta règnent. Aucun des enquêteurs du tribunal n'acceptera de nous parler, ni même de nous rencontrer. Ouvrez votre capot et votre coffre, s'il vous plaît. La peur de l'attentat est partout. Seul cet avocat libanais, conseiller du tribunal spécial, acceptera de s'exprimer dans l'enceinte du palais de justice de Beyrouth. Il raconte une enquête digne d'une série noire où le chemin de la vérité est jonché de cadavres. Après l'attentat contre Hariri, il y a eu encore 12 autres attentats à la voiture piégée, avec au total 140 victimes, mortes ou blessées. Le tribunal a entendu plus de 400 personnes en relation avec l'affaire. De nombreuses preuves matérielles ont été détruites, y compris sur la scène du crime. Certains témoins ont été intimidés ou assassinés. Dans cette enquête, c'est comme si le terrorisme prenait l'ascenseur et la justice essayait de le rattraper en montant par les escaliers. Et lorsque le tribunal veut mener l'enquête sur le terrain du Hezbollah, en banlieue sud, c'est mission impossible. Il y a un mois, des enquêteurs venus chercher des indices se sont fait chasser et dépouiller de leurs documents. Hassan Nasrallah était très clair, ici, les Nations Unies ne sont pas les bienvenus. Gare à celui qui se presse pour délivrer un acte d'accusation contre nous. Gare à celui qui s'imagine que nous permettrons l'interpellation ou l'arrestation d'un de nos moudjahidines. La main de celui qui veut saisir l'un des nôtres, nous la couperons. Pour le Parti de Dieu, l'enjeu est énorme. Son implication dans l'attentat le transformerait en mouvement terroriste, loin de l'image qu'il veut se donner, celle de protecteur du peuple libanais et d'armée de résistance à Israël. Le Hezbollah vient même d'ouvrir un musée à sa propre gloire pour entretenir le mythe. Le musée de la résistance, situé à seulement 20 km de la frontière avec Israël. Visite guidée avec Rami Hassan, le porte-parole du musée, qui nous présente le butin de guerre, des carcasses de chars de l'armée israélienne, puis le clou de la visite, des casques et des bottes de soldats israéliens soi-disant abattus par le Hezbollah. En quelques mois, plus de 750 000 personnes ont déjà visité ce Disneyland du djihad. Et ici, personne ne veut croire que le Hezbollah soit impliqué dans l'attentat contre Hariri. Depuis toujours, l'objectif du Hezbollah a été de protéger le peuple. Et les armes ont toujours été dirigées vers l'ennemi israélien, contre personne d'autre. Le tribunal spécial pour le Liban n'a toujours pas pu rendre publiques ses conclusions. Le Hezbollah avait prévenu, il n'accepterait aucune accusation le concernant. Et pour y parvenir, il a réussi un coup de maître, placer un allié à la tête du gouvernement pour tenter d'étouffer la justice dans l'œuf. Tripoli, la deuxième plus grande ville du Liban. Ici, flotte un parfum de Syrie. Le grand voisin est à 30 km. En quelques mois, la guerre a débordé de ce côté-ci de la frontière. Deux quartiers s'affrontent. D'un côté, Djebel Mossen, qui abrite les partisans de Bachar al-Assad. De l'autre, Bab Tebané, où les habitants sont favorables à la révolution syrienne. Des combats à l'arme lourde ont lieu en pleine rue. Plusieurs dizaines de morts en un an. La ligne de front, la limite entre les deux quartiers de la ville. Sur les hauteurs, le fief des musulmans alaouites, la communauté religieuse de Bachar al-Assad, 50 000 habitants qui soutiennent sans réserve le président syrien. Hafez Atwik vit ici depuis toujours. Cet immeuble a été visé au lance-roquettes depuis le centre-ville de Tripoli. L'appartement a brûlé, il abritait des femmes et des enfants et des réfugiés qui avaient fui la ligne de démarcation. La ligne de démarcation, la rue qui sépare les deux quartiers, aujourd'hui complètement désertée. Hafez habitait ici, il a dû s'enfuir. Ici, il y a souvent des combats violents entre les deux camps.
Ça, c'est la ligne de démarcation entre les deux quartiers. On ne peut pas avancer plus, pas plus loin. Et ça, c'est mon immeuble, pile sur la frontière. Normalement, je rentrais chez moi par cette porte-là. Mais ils l'ont soudé pour me forcer à utiliser la porte principale qui est sur la ligne de démarcation. Ils pouvaient surveiller mes déplacements. J'avais peur qu'ils me liquident. La zone est sous tension. Il faut partir maintenant. Dépêchez-vous un peu. Les hommes dont Hafez a peur sont ceux du quartier rival, juste en face, là où vivent les musulmans sunnites, hostiles au régime de Bachar al-Assad. Mouin Marabi en est l'une des figures. C'est le député de la région Nord. Menacé de mort, il est sous haute protection. Depuis 1 an et demi, il soutient la révolution syrienne, aide aux combattants, aux militants, mais aussi aux 60 000 réfugiés qui ont fui le conflit. Mouin Marabi centralise l'aide humanitaire. Bonjour. Ça va? Salut les gars. Une ONG nous a envoyé du lait, mais le container est resté 45 jours dans le port de Beyrouth. Là, il y a des tentes. Voilà les médicaments. Il faut les classer. Les antibiotiques à part. Et il faut séparer les sachets de sang. Dehors, les réfugiés attendent les vivres. La plupart ont tout perdu et sont totalement dépendants de l'aide humanitaire. D'après le député, l'unique coupable de la situation est le régime syrien qui terrorise sa population et qui a exporté sa guerre directement sur le territoire libanais. Pour nous le démontrer, il nous emmène à la frontière, à quelques centaines de mètres seulement de la Syrie. Ici, des bombes frappent chaque semaine. Le régime de Bachar al-Assad veut empêcher tout passage d'armes, de marchandises ou de combattants. Résultat, les habitants vivent sous le feu. Bonjour. J'arrive. 6 ou 7 obus sont tombés sur ma maison depuis l'entrée jusqu'ici dans le jardin. Et rien ne bouge de notre côté. L'armée libanaise n'est pas habilitée à agir, sinon elle aurait riposté, elle nous aurait défendus. Les chars sont juste en face, tu vois? La Syrie est juste là. Mais notre armée se contente de regarder. Le Liban bombardé par son voisin et l'armée qui ne bouge pas. L'État semble impuissant. Embarrassant pour le pouvoir, mais le Premier ministre Najib Mikati nous garantit qu'il contrôle la situation. Il ne faut pas oublier que 80% des frontières terrestres du Liban sont avec la Syrie. Donc, tout ce qui se passe là-bas peut nous affecter rapidement. Grâce à la politique menée, nous avons réussi à éviter tout conflit interne et je suis confiant que le Liban évitera d'importer la stabilité de la région. Aucun conflit interne pour le Premier ministre, malgré les affrontements de Tripoli. Il récite sa réponse, qui défile sur un prompteur pendant l'interview. Une posture osée, d'autant que le pays a failli sombrer dans l'anarchie le mois dernier. Le 15 août, les Mogdad, une famille mafieuse et surpuissante, entrent à son tour dans le conflit. L'un de ses membres s'est fait arrêter et filmer par les rebelles en Syrie. Il le soupçonne d'être un combattant pro-Bachar al-Assad. Le clan Mogdad décide de riposter. Des dizaines d'hommes sortent dans les rues, cagoulés et armés. Ils kidnappent au hasard 34 personnes, soi-disant proches de la révolution syrienne. Les Mogdad réclament la libération de leurs cousins en échange de celle des otages. Quelques semaines plus tard, l'un des chefs du clan accepte de nous répondre. Ces enlèvements étaient nécessaires, selon lui. Au Liban, il n'y a pas d'État. S'il y avait un État, nous serions les premiers à applaudir. Il assumerait ses responsabilités. C'est parce que l'État a failli à ses obligations qu'on a investi les rues. Nous détenons un prisonnier turc. Si notre cousin est tué, nous exécuterons l'otage. Ça c'est clair et sans appel. Et ceux qui pensent qu'on s'amuse n'ont qu'à nous tester. Nous avons aussi des otages syriens et ils connaîtront le même sort.
Le chef des Mogdad nous assure que sa famille ne roule ni pour ni contre Bachar el-Assad, seulement pour ses propres intérêts. Une nouvelle force armée émerge. Sur les 34 otages, les Mogdad n'en ont gardé que 5. Après de longues négociations, ils acceptent de nous mener dans la cache, où 4 sont retenus prisonniers. Les yeux bandés, après un quart d'heure en voiture dans la banlieue sud de Beyrouth, nous sommes emmenés dans une cave. Marche devant moi. Salut les gars. Entrez, suivez-moi. Devant, plusieurs hommes lourdement armés. À l'intérieur, les 4 otages syriens. Comment êtes-vous traités? Avec respect. Nous sommes traités comme des invités. Ils nous apportent tout ce qu'on demande. Êtes-vous proche de la révolte syrienne? Réponds à la question. Moi, je suis un opposant en exil. Je soutiens la révolution. Et vous? Moi, je ne fais pas partie de l'armée syrienne libre. Les geôliers ne nous laissent pas seuls. L'interview se transforme en interrogatoire. Les otages répondent, mais la peur au ventre. Pourquoi as-tu reconnu être un capitaine de l'armée syrienne libre avant de te rétracter? Je ne suis pas capitaine. Et les photos qu'on a vues? J'ai été le premier arrêté et j'ai subi un peu de pression. Un peu de pression. Évidemment, les prisonniers ne nous en disent pas davantage. Mais quelques jours après ce tournage, suite à une opération de l'armée, les otages ont été libérés. Ils ont déclaré avoir été frappés et forcés aux aveux par leurs ravisseurs. Le gouvernement se félicite d'avoir repris la main. Mais à Tripoli, la tension n'est pas retombée. La peur d'un nouveau conflit généralisé au Liban est toujours présente. Beyrouth, mercredi dernier. La rockeuse Nathalie Géa est sur scène dans ce petit café branché de la capitale. Dans la salle, en général remplie d'habitués, pas grand monde. Entre effroi et deuil, les amateurs de rock sont restés chez eux pour pleurer les morts de Beyrouth et de Paris. Mais Nathalie, elle, tenait absolument à monter sur scène, le plus vite possible après les attentats de la semaine dernière. Même pas peur. Est-ce que c'est dangereux d'être là? Franchement, on s'en fout. On s'en fout de quoi? De tout ce qui pourrait arriver. On vit pour la musique. Si on doit mourir sur scène, eh bien on mourra sur scène. Allez, on y va! Son message, il faut se battre, à Paris, comme au Liban. Cette chanson est dédiée aux rockers français et aux amateurs de métal. Pourtant, en temps normal, la ville ressemble plutôt à ça. Beyrouth, la capitale de la nuit du monde arabe. Tous les soirs, ses habitants se ruent dans les bars, salles de concert et autres discothèques pour faire la fête et vivre en musique. Leur groupe de rock préféré, Mashrou Leila. Des rockers qui font vibrer la planète entière. De Barcelone au Caire, en passant par Dubaï et Paris. Mais depuis, Daesh est passé par là, et plus rien n'est comme avant. Nous les avons rencontrés il y a 4 jours à Beyrouth pour une réunion de travail chez leur manager. Voici Ahmed, le chanteur, et Karl, le batteur. Cela fait des années que le pays vit dans la crainte des attentats. Mais depuis les fusillades à Paris, l'angoisse est montée d'un cran. C'était ma mère. Elle t'embrasse et elle te dit de faire attention à Daesh. Les artistes sont des cibles, l'État islamique peut frapper partout. Mais le groupe refuse d'annuler ses concerts comme d'autres l'ont fait. Il sera bien à Londres le 27 novembre prochain. Ils font toujours des happenings pendant leur show. Et là, ils avaient prévu un spectacle anti-guerre, avec l'irruption soudaine d'hommes armés dans la salle. C'était avant le Bataclan, la réalité les a rattrapés. Tu imagines ce qui se passerait si on faisait entrer un cercueil subitement sur scène? Si 5 personnes faisaient irruption avec des pistolets en plastique? Il faut pas faire n'importe quoi. Je comprends.
On est d'accord sur ça. Il faut trouver autre chose, évidemment. Mais finalement, l'important est ailleurs. Il s'agit avant tout de monter sur scène. Ce qui s'est passé au Bataclan, évidemment, nous fait tous réagir. Nous, quand on joue des concerts, nous, on partage notre peine en continuant à travailler, en faisant ce qu'on sait faire, et en jouant de la musique qu'on espère belle et qui va toucher les gens et les émouvoir pour autre chose que la peur ou la violence. Voilà. À 2 pas de là, un autre studio, une autre ambiance. Mais la même détermination à ne pas laisser gagner les terroristes. Alexandre Polikevitch est une star de la danse orientale. Un homme très cultivé, un homosexuel, tout ce que est l'État islamique. Alors il danse. N'ayez pas peur de vous toucher. This is very important. Really very open. Release. Danser en ce moment relève de la résistance, tout simplement. On résiste à travers l'art parce je pense que personne ne veut qu'on continue à le faire. Il y a un fondamentalisme religieux galopant, il y a des mentalités qui deviennent de plus en plus dures, et danser devient un acte politique, bizarrement. C'est ce qu'il enseigne à ses élèves, à ses amis. Malgré toutes les mauvaises ondes, tout le sang, toute la haine, quand on vient ici, on ressent de l'amour, on se sent aimé par ses amis. La musique vous donne une impression de sécurité, alors qu'on n'est plus du tout en sécurité. Alexandre est très connu dans le monde arabe, comme à Paris où il s'est déjà produit. En ce moment, il monte une vidéo d'un de ses spectacles, un hommage aux danseuses égyptiennes harcelées par les islamistes. Regarde, on dirait que mon corps répond à la flûte. Le danseur est habitué à la violence des attentats, la violence de son propre pays où l'homosexualité est punie d'1 an de prison, la violence de la rue contre ce qu'il est. Dans la rue, j'ai provoqué, en tout cas mon corps a provoqué beaucoup de violence. À chaque fois qu'on m'insultait dans la rue, je notais les insultes et on les a insérées dans de la musique électronique. Et j'ai dansé dessus parce que pour moi c'était un besoin d'exorciser toute cette violence. Ça doit les rendre fous, les homophobes comme les islamistes. Alexandre n'est plus une victime, même quand il se fait agresser au couteau. On a essayé de m'égorger, d'ailleurs j'en porte les traces encore au niveau du cou, que pour l'égorgement. Et là, j'ai des traces de couteau. Je me suis battue, je me suis défendue. Je n'étais pas une victime en me défendant. J'ai refusé ce statut-là et ça m'a donné une force inouïe, mais inouïe. Et je me suis dit non, je ne finirai pas là et j'ai plein de choses à dire. Et je l'ai dit amplement. Ça m'a donné des ailes finalement. Qu'est-ce qu'on en fait d'un, je dirais, d'un merveilleux malheur, voilà. Sans victime, les terroristes ne peuvent plus gagner. Le groupe Mashrou Leila est maintenant en répétition, avant le concert à Londres, dans moins d'1 semaine. Ils interprètent leur tube, Le Fils de la Nuit, une chanson qui célèbre la fête contre la violence guerrière. Et le public ne s'y trompe pas. Mashrou Leila se dresse contre la terreur, contre Daesh. Pour notre dernière nuit à Beyrouth, nous retrouvons Alexandre le danseur. Il a donné rendez-vous à ses amis au Bardo, un restaurant du centre-ville. La conversation, comme souvent, comme toujours, tourne autour des attentats.
Dans notre région, la vie n'a plus de valeur. En France, ils n'ont pas l'habitude. Ils étaient totalement sous le choc. Nous, on est habitués, alors on continue d'avancer. Oui, en effet, mais ça fait peur. Parce que ça veut dire qu'on est complètement désensibilisé. Désensibilisé? Oui, 20 morts, 40 morts. Ici, c'est la routine. C'est de la résistance. Un mécanisme de défense. C'est un instinct de survie. Il faut continuer en faisant semblant que tout va bien. Une conversation en forme de manuel de survie pour leurs amis français. Des conseils d'hommes et de femmes qui côtoient l'horreur depuis si longtemps. Quand il y a des explosions par-ci par-là, des mini-guerres civiles qui éclatent, tout cela, moi, ça m'empêche de me projeter dans l'avenir. Du coup, je vis intensément le moment présent. Ce qui va se passer, on ne sait pas, on ne contrôle rien. La seule chose qu'ils peuvent encore contrôler, c'est leur joie de vivre. Même si ce n'est pas évident de danser et de rire quand les combattants de Daesh sont à moins de 100 km de chez vous.